L'esprit de compétition, c'est à mon avis une notion moderne, et ça je l'ai. Par contre, l'esprit d'expédition, comme Citroën l'avait, et ça je veux maintenant le placer en avant. Alors qu'il y a quelques années, je plaçais l'esprit de compétition avant l'esprit d'expédition. Mais j'ai appris petit à petit, puis on ne naît pas en plein Paris aventurier, hein, c'est pas vrai. On le devient en apprenant et en voulant le devenir. C'est une école comme une autre, et c'est une école à l'échelle humaine. On apprend en écoutant les gens. Cette école de l'aventure, ou plutôt cette école de la vie, fondée par Thierry Sabine, ils étaient quelques dizaines à s'y être inscrits le 26 décembre 1978, quand le premier rallye Paris-Dakar s'élance de la place du Trocadéro à Paris. Dans la droite ligne des rallyes Abidjan-Nice, créés par Jean-Claude Bertrand, Thierry Sabine fut d'ailleurs concurrent moto lors du second, le Paris-Dakar a su cristalliser ce goût pour l'Afrique, pour l'aventure et pour les sports mécaniques qui passionnaient les foules en cette fin des 70s. Vous vous rappelez un petit peu de Gaomopti? C'est plus dur. Vous vous rappelez de Gaomopti? Gaomopti, c'était des pistes assez roulantes et d'un seul coup des pièges et des pistes effondrées. Aujourd'hui, c'est sensiblement la même chose. La seule chose, c'est que les pièges sont beaucoup plus rapprochés. Des pièges rapprochés, des pistes encore inconnues et surtout un matériel très proche de la série. Il n'en faut pas plus pour que la légende soit en marche. Les aventures vécues par les concurrents feront le reste. Les Africains réservent un accueil enthousiaste et passionné aux équipages rescapés et les motards se posent d'entrée en véritables héros de ce premier Paris-Dakar. La victoire revient à la Range Rover de l'équipage de Genestier Terbio Le Mordant, mais au général, Cyril Neveu l'emporte devant Gilles Comte et Philippe Vassart, qui auraient pu gagner sans l'annulation d'une étape. Le vainqueur de ce Paris-Dakar vient de monter sur le podium, mon cher Cyril, et vient de terminer en beauté avec un beau soleil. Je suis vraiment content d'être là, c'est fantastique. Le succès se confirme, le plateau s'étoffe. Cette fois, la date fétiche du 1er janvier a été choisie pour le départ. Et des figures de légende se dessinent, comme les frères Marot ou Martine de Cortanze, l'une des filles à moto. Au plan mécanique, la préparation évolue avec des Range Rover de plus en plus légers et puissants. Mais aussi la présence des fantastiques Volkswagen, celles propulsées par des moteurs Audi et engagées par l'usine. Leurs sauts de cabri sont impressionnants. Bernard et Claude Marot répliquent avec leur Renault 4 roues motrices et leur passion. Pour la beauté de la course, de toute manière, il va falloir qu'on se batte. Il n'y a pas le choix. Si on se bat pas, il y a 4 iltis en tête et puis quoi, la course ne ressemble plus à rien, donc on va se bagarrer. On fera de la mécanique et on se bagarrera, quoi. Bon, on va pas laisser ça là. La bataille sera rude et courageuse, mais David ne battra pas Goliath. Et les Iltis de Kotulinski et Zaniroli précèdent les frères Marot à l'arrivée à Dakar. Oh dur, on croyait exploser la voiture là aujourd'hui. On a fait en bon au moins 1 mètre. C'était fou pour nous, c'était l'enfer, c'était vraiment ce qu'on avait dit hier, c'est dingue. Même qu'on soit pas, qu'on n'ait pas été rattrapé par plus d'engins avec une garde au sol plus importante, j'en reviens pas. Chez les motards, les Yamaha monocylindres de Neveu, Merel, Pinot et Lioré tentent de résister aux puissantes BMW d'Oriol et Fenouil, alors que la lutte fait rage entre les pilotes Volkswagen et les frères Marot. Fais gaffe là, Claude. Village, le village, fais gaffe au village. Les cadres, pas décoller. Fais gaffe, il freine. Fais gaffe, il part en travers. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Non, fais gaffe, on rentre dedans. Température. Ça va, fais gaffe, Claude. L'arrivée sur la plage de Dakar, sous le soleil cette fois,
est une délivrance pour tous, mais surtout pour les motards. Neveu l'emporte une nouvelle fois devant Merel et Pinot. La grande foule est là au petit matin du 1er janvier 1981 pour acclamer les aventuriers partant vaincre le désert. Une équipe officielle Yamaha a été engagée avec Merel et Baku pour contrer BMW et Honda. Cette fois, il faudra vaincre les grandes dunes du désert de Tanezrouft. Les problèmes de navigation deviennent très aigus et les motards préfèrent souvent confronter leur point de vue avant de choisir une option. On était dans le désert, on était complètement perdus. À la sortie du village, là, on ne savait pas où aller. Et puis avec Franck Rue et puis Charnien. Comme le rythme s'élève, les chutes sont nombreuses. Mais heureusement souvent sans trop de gravité. Thierry Sabine veille sur ses ouailles. Ceux qui veulent agir avec précaution, vous avez une pompe à essence qui vous attend. Prenez-en si vous voulez, sinon vous évitez la pompe, vous avez le dessin sur le roadbook. Et je vous demande une chose importante, c'est pour sortir de Sillette, de prendre votre temps. En reconnaissance, j'ai mis 1h30 à trouver la sortie de Sillette. Malgré les conseils de prudence, les pilotes moto attaquent de plus en plus fort pour faire la différence et les vitesses de passage s'élèvent. Citroën a engagé une équipe officielle face au Range Rover et au Lada. Sur les pistes sinueuses et techniques du Mali, la lutte entre les grosses BMW d'Oriol et Fenouil et les agiles Yamaha de Baku et Merel est sans pitié. À l'entrée au Sénégal, il faut franchir des fleuves avec plus ou moins de bonheur. Mais cette fois, la puissance du moteur bicylindre de la BMW est imparable. Et Oriol l'emporte après son faux pas de l'édition précédente. L'arrivée sur la plage de Dakar est une immense fête. Il devance Baku, Merel et Fenouil. Chez les autos, Medj et Giroud arrachent la victoire devant le buggy 2 roues motrices de Cotel et la Lada de Briavoine. L'hélicoptère est devenu l'arme absolue pour surveiller et contrôler le rallye. Comme un berger, Thierry Sabine veille sur son troupeau de plus en plus important pour cette 4e édition du rallye. Les frères Marot ont construit un prototype original de Renault 20, 4 roues motrices à moteur turbo, pour s'opposer aux Mercedes de plus en plus allégés et de plus en plus puissants, comme celui de Jackie X. Les torchères de Hassim et Saoud éclairent le bivouac pendant le briefing de Thierry Sabine. Vous avez au-dessus de la tête un certain nombre d'hélicos. Il y a un hélico de direction de course dans lequel je suis, qui est l'hélico bleu, et un hélico d'évacuation sanitaire qui est à l'ouest, petit hélicoptère blanc, qui n'est pas celui qui est derrière moi. Celui qui est là, c'est un hélicoptère de prise de vue. La logistique rendue nécessaire par le suivi du rallye s'est donc alourdie et les performances des machines ont considérablement progressé. La bataille entre la Renault 20 des frères Marot et les Range Rover de Medj, Zaniroli et Lartigue est grandiose.
Sous le regard des Africains, dans les habitacles, la tension est extrême. Pratique cette boussole là. Tu tires, attention. Non, fais attention aux vaches. Attention parce que là, elles sont dans le milieu. Ouais, punaise. Attention à celle de droite, pas sur le cul. C'est bon. Ça y va, ça y va. Punaise, ça va voler bas aujourd'hui. Et le con, il est comme un fou derrière, bordel. Ah bah tant pis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas me sortir pour lui faire plaisir, non? Non, 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 vas-y, vas-y. Ah, je suis obligé de... Ah ouais, bon. C'est bon, attention, attention, attention. Ah, tant pis pour lui, mon vieux, tiens. Allez, c'est bon, on a largué, il y a du toucher de touche. C'est bon, c'est parti. Merde, fais gaffe, le cheval. Mais il fait la course, lui, ou quoi? C'est pas vrai, oh. Laisse-le partir. Et t'as vu la vitesse où on est? Là, ça y est, il tourne à gauche, vas-y. Sur les pistes étroites, les dépassements sont difficiles et les frères Marot l'emportent devant Briavoine, Josso et Lartigue. Chez les motards, Cyril Neveu, au guidon d'une Honda depuis l'année précédente, signe sa 3e victoire devant Philippe Vassard. Et voici Jacques X. Jacques X, 8 victoires en Formule 1, champion du monde d'endurance. Cette fois, l'escalade mécanique se poursuit avec la présence du Mercedes officiel de Jacques X et Claude Brasseur. Il est équipé de dispositifs aérodynamiques permettant d'améliorer sa vitesse de pointe dans le désert. Le rythme de la course augmente chaque année et les 4x4 classiques commencent à avouer leurs limites. X et Brasseur, pénalisés en 82 pour un contrôle de passage manqué, vont tout faire pour gagner. Tout comme BMW, toujours représenté par Hubert Auriol. Les Range Rover ont aussi évolué pour René Medge et Patrick Zaniroli. Mais les pilotes privés parviennent encore à tirer leur épingle du jeu dans les portions difficiles. En moto, les BMW, les Honda et les Yamaha ne se quittent pas. Le soir, à l'étape, le bivouac s'organise autour des camions d'Africa Tour chargés de l'intendance. Claude Brasseur en profite pour préparer son étape du lendemain, alors que les mécaniciens du team Honda refont la machine à 9, avant d'affronter le terrible désert du Ténéré qu'il va falloir traverser coûte que coûte. Les motards sont anxieux, d'autant qu'en ce mois de janvier 1983, le plus grand désert du monde a décidé de se fâcher et un violent vent de sable brouille les pistes. Deux casques au bout d'une pique, c'est le signe qu'un accident s'est produit au creux de la dune. Le service médical intervient au plus vite avant d'évacuer les blessés par hélicoptère. Des dunes, enfin on est arrivé de jour, alors c'était le principal. On est là, on est content. Christine Martin, l'une des seules femmes à moto, est soulagée. D'autres vont passer la nuit perdue dans le Ténéré. Les concurrents portent sur leur visage les marques de leur souffrance. Quand la nuit est tombée, ça a été vraiment l'enfer. L'enfer a commencé parce qu'on ne voyait plus à 3 mètres. On a été obligé de bivouaquer parce que c'était vraiment plus raisonnable. Je crois qu'on serait vraiment parti dans la nature et très loin. On arrive maintenant, crevé, sans avoir dormi. Voilà, mois d'août, bonne chance, hein.
Les pistes sont de plus en plus difficiles et surtout il faut parcourir 2300 km en liaison. L'avance creusée dans le désert par Auriol et sa BMW sera-t-elle suffisante pour contrer les agiles Yamaha? Pour les motards parce que ce qu'on a vécu depuis 2300 km maintenant, même si la liaison n'était pas en temps imparti difficile à réaliser, la piste a été truffée de cailloux, de saignées, de rochers, de marches à franchir et je veux dire pour les motards ça a dû être quelque chose d'absolument très très difficile. Quand on se dit qu'on a 2300 bornes, ça paraît fou et puis en fait on arrive au bout mais c'est les derniers 100 km qui sont longs. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout. Je sais pas, on est arrivé très tard. Oui, je vous ai vu arriver. On a souffert dans la poussière, quelque chose de On a fait les 200 km de nuit, c'était horrible. On a fait 200 de nuit. Après, il faut encore assurer jusqu'à Dakar en remontant vers le nord par Bamako et Nioro du Sahel. Chez les motards, la victoire revient à Auriol et sa BMW. Merveilleux. Merci. Pour une fois, on t'écrasera pas. X et Brasseur triomphe en auto. Depuis 2 éditions maintenant, le Paris-Dakar s'élance de la place de la Concorde, compte tenu du nombre de plus en plus élevé de concurrents, près de 500, toutes catégories confondues. L'attrait des pistes africaines est plus fort que jamais. Le charme du Paris-Dakar vient aussi du mélange des genres. Auto, moto et camions vivent leur course sur un même itinéraire. La puissante équipe Porsche, emmenée par Jackie X et René Medj, apporte une dimension supplémentaire à l'épreuve. Alors que le monstrueux DAF bimoteur de Yann de Roy prouve que les camions ont aussi leur mot à dire au classement général avec plus de 1000 chevaux. Je vais juste plus loin possible. Pas arrêter comme ça. Merde, même jusqu'ici, c'est pas pour s'arrêter. Les motards suscitent toujours plus d'admiration grâce à leur courage. Blessés dans leur chair, ils puisent dans leurs ressources pour poursuivre leur route par tous les moyens. Les drames et les galères qui frappent les participants forgent la légende du Dakar. Le réservoir est complètement éclaté. Et j'ai tout détruit, quoi. Voilà. C'est comme ça, hein. Maintenant, je crois que le Paris-Dakar, il faut une assistance qui suive sans arrêt. Autrement, le privé, maintenant, c'est vraiment dur. Hein. J'ai jamais changé une seule pièce de suspension sur ma voiture, ni de pont, ni rien, donc j'ai pas été très très vite. Mais j'ai appris une chose, c'est que l'assistance est primordiale. Parfois, pour l'assistance, c'est trop tard. Alors que les équipes Porsche en auto et BMW en moto ont assuré leurs arrières sur ce plan. La bataille entre Auriol et Raillé fait rage chez BMW. Alors que Fenouil s'offre une cabriole terrible, heureusement sans conséquence. Je suis con, je dormais.
Sur la plage, René Metge et Dominique Lemoine offrent le premier succès à Porsche, tandis que le multiple champion du monde de motocross Gaston Rayet arrache sa première victoire dans le Paris-Dakar, juste devant Auriol. Thierry Sabine hérite, lui, d'un bain gratuit dans l'océan. Cette année, ce qu'il fallait avant toute chose, c'était remettre le Dakar sur ses rails. Et petit à petit, avec la montée en ligne de grosses marques, eh bien, ce côté humain disparaissait ou risquait de disparaître. Il fallait donc cette année remettre les choses en place et faire en sorte que l'homme redevienne à sa place, c'est-à-dire avant la machine. Et faire en sorte que les qualités humaines des concurrents eh bien, puissent prévaloir aux qualités mécaniques de leurs engins ou aux moyens financiers de leur écurie, etc. Le Paris-Dakar est une course réservée aux amateurs où les professionnels ont leur place. Pour endiguer la montée en puissance des usines et l'accroissement des moyens engagés, Thierry Sabine doit prendre des mesures draconiennes. Mais privés ou professionnels, les galères sont les mêmes. Et la renommée du Dakar incite de plus en plus de personnalités à venir tout risquer pour le plaisir, tout simplement. On a vu qu'on partait au cap 220 pendant 7 bornes, on s'est dit c'est plus bon, on a regardé tous les trucs, on s'est dit on s'est gouré, on a fait demi-tour jusqu'à l'endroit où on s'était trompé, on a mis moins sur le prix, on a fait le boulot, quoi, je veux dire. Non, on s'attendait vraiment à toutes les erreurs ou toutes les tuiles possibles, mais pas à celle-là. Vraiment, c'était une erreur qui pouvait être évitée facilement, alors on est un peu déçus. Mis à part qu'un certain nombre continue toujours à confondre le nord, le sud avec l'ouest et l'est, en dehors de ça, il y a une très bonne tenue et j'ai l'impression que cette année, les gens ont vraiment bien préparé leur affaire, physiquement surtout. Chez les camions, l'escalade continue. Le monstre de Doroy a encore perdu du poids et gagné des chevaux. Mais le désert du Ténéré, lui, reste toujours aussi impressionnant. Alors qu'elles font tout pour gagner, les Porsche abandonnent une à une. Je crois que ce qui déçoit le plus, c'est de savoir qu'on peut gagner, qu'on peut remporter ce rallye, par exemple, et que d'un seul coup, pour une petite bêtise, tout est anéanti d'un seul coup. Pour de petites bêtises, justement, la victoire revient cette année-là au Mitsubishi de Patrick Zaniroli et Jean da Silva. Les Japonais ont appris en 3 ans à triompher des pièges de la piste. Chez les motards, Gaston Rayet ajoute un 2e succès consécutif à son palmarès pour le compte de BMW. Il aura fallu qu'un vent de sable plus terrible que jamais balaye l'Afrique de l'Ouest ce 14 janvier 1986 pour que cette aventure prenne un goût amer à jamais, emportant avec elle celui qui avait échappé au désert 9 ans plus tôt. Avant le drame, la course avait pris ses droits, comme toujours. Et l'affrontement entre Porsche, Lada et Mitsubishi s'annonçait plus terrible que jamais. Mais les moments de répit allaient être brefs.
pour brancher le sang. Tac. Maman. Oh oui, regardez, 4 bras, moi. 4 bras. Ça va, Claude, ça se passe bien? Tout va bien, jusqu'à présent. Non, c'est génial, c'est super, c'est génial. Les gigantesques dunes de sable de l'ergue de Bilma au sud du Ténéré vont contraindre les concurrents à se battre jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême limite de leur résistance. Voilà ce qui reste. Ça marchait trop bien. Hubert Auriol doit se retirer sur blessure à l'épaule. Bon allez, ça suffira. Ça suffira pour cette année, pour aujourd'hui. Une Cagiva ne remportera pas le Dakar en 1986. Dans la poussière et la tristesse, le rallye poursuit sa route jusqu'à Dakar. Les moyens de transmission présents sur l'épreuve communiquent au reste du monde la terrible nouvelle de la disparition de Thierry Sabine. Après avoir failli s'arrêter à Bamako, le rallye se poursuivra jusqu'à son terme, malgré un vent de sable obsédant. Privée de son guide, la caravane est parvenue à tailler sa route jusqu'à l'océan, au milieu d'une nature plus hostile que jamais. Medj et Neveu remportent cette terrible édition de 1986 d'une épreuve qui ne sera plus jamais comme avant. Gilbert Sabine, père de Thierry, relève le défi de pérenniser une aventure pour laquelle son fils et ses compagnons ont perdu leur vie. Pour sa première édition, sans Thierry Sabine, le rallye rend un hommage respectueux à son créateur, en plein désert du Ténéré, là où ses cendres ont été dispersées. Nous partons en convoi vers l'arbre perdu, qui s'appelle maintenant l'arbre Thierry Sabine, où reposent les cendres de Thierry. Puis c'est un départ en ligne grandiose, comme Thierry les aimait, à l'assaut de plusieurs centaines de kilomètres de sable. Pour la première fois, les Peugeot, après des modifications du règlement de l'épreuve, se sont joints à la caravane. Le talent des motards reste toujours aussi impressionnant. Jeunes gens, écoutez bien, on va vous expliquer l'itinéraire du rallye Paris-Dakar. Puissamment assistés, les Peugeot se montrent rapides d'entrée et Harry Vatanen s'adapte très vite à ce style de pilotage nouveau pour lui. On va donc s'attaquer à 5 étapes mauritaniennes qui vont être chacune d'entre elles, je crois, un gros morceau. Aujourd'hui, c'est une première, Tombouctou-Néma, par une piste que nous n'avons jamais empruntée. Traversée pour la 3e fois par le Paris-Dakar, la Mauritanie va se révéler à nouveau un juge de paix impitoyable. La bataille des sables se poursuit et les meilleurs y perdent leurs illusions.
Ainsi, Cyril Neveu perd son heure d'avance au profit d'Hubert Auriol. Apparemment, t'es tout seul. J'espère, ouais. Puis j'espère que ça va durer. Le combat entre Auriol et Neveu suscite toutes les passions. Non, non, et Hubert, il est loin? Il a crevé. Il a crevé? Oh putain. Le long de la voie de chemin de fer, les crevaisons se succèdent et l'écart se réduit. C'est comme ça, c'est la vie. Ce qui est bien, c'est que je sois encore devant. Ça, c'est important. Sur la ligne, la veille de l'arrivée à Dakar, le suspense est à son comble. Mais la course va choisir son vainqueur. C'est pas possible. Moi, je vais rouler après. J'ai les deux chevilles cassées. Tiens. En plein centre de Dakar, Cyril Neveu, Harry Vatanen, Bernard Giraud et Yann de Rooij remportent le premier Paris-Dakar sans recevoir les félicitations de Thierry Sabine. René Medj, le triple vainqueur de l'épreuve qui a tracé le parcours, a prévenu « ce sera très dur dès le début ». Paris tenu avec les terribles dunes d'El-Oued. Hubert Auriol, passé aux 4 roues sur son buggy, après son accident de moto de l'année précédente, ne finira pas l'étape. Et de nombreux autres concurrents resteront en sa compagnie, plantés dans les dunes, prisonniers du désert. Près d'un tiers des concurrents perdra là toutes ses illusions. Les 405 ont pris la place des 205, et même pour les meilleurs, les pistes sont de plus en plus difficiles. Pour gagner de la vitesse de pointe, Pierre-Marie Poli se couche sur son écureuil. Malgré les difficultés, les pilotes Mitsubishi Andrew Cowan et Ken Shinozuka pensent qu'ils n'ont pas encore tout perdu. Les hommes du désert rendent visite aux aventuriers qui traversent si vite leur pays. L'escalade des performances des camions, notamment le terrible DAF de Yann de Rooij, devient préoccupante. Dans certaines portions, ils sont plus rapides que les voitures. Malheureusement, en abordant le désert du Ténéré, le camion d'assistance rapide de l'équipe DAF part en tonneau à près de 200 km/h. Kien van Leeuwenzien est tué sur le coup et ses 2 coéquipiers grièvement blessés. Yann de Rooij est accablé et retire son équipe. Ce drame marque la fin de la présence des camions prototypes dans le Paris-Dakar. Dans les ornières de sable, les concurrents passent de plus en plus vite. Le niveau de pilotage s'élève dans toutes les catégories. Le vent de sable signalé par René Medj n'est qu'un élément supplémentaire à maîtriser.
La disparition rocambolesque de la 405 d'Ari Vatanen, alors leader de l'épreuve lors de l'étape de Bamako, apporte une note burlesque à cette édition tragiquement marquée par plusieurs accidents mortels en course. La voiture sera miraculeusement retrouvée intacte et l'équipage aurait poursuivi son chemin si la FISA n'avait exigé l'application du règlement. La lutte entre Peugeot et Mitsubishi allait tourner court et Kankkunen devançait Shinozuka et Tambay à l'arrivée à Dakar. Eddie Orioli a porté la première victoire aux Italiens avec sa Honda, devant la Yamaha de Pico et la Honda de Gilles Lallet. L'accueil des Catalans de Barcelone est littéralement délirant pour la caravane du Paris-Dakar. Est-ce la raison pour laquelle Vatanen et sa 405 se lancent dans un numéro échevelé dans le prologue? Olé! Spectaculaire mais sans gravité. Dans les dunes du Ténéré, c'est un exercice autrement plus délicat et dangereux que doivent se livrer les concurrents. Chaque dune peut dissimuler un piège redoutable, où l'on risque de perdre le rallye et même la vie. Comme toujours, les motards payent le plus lourd tribut. Dans la savane, il faut pratiquer un véritable jeu de piste au sein de la même équipe pour décrocher ses adversaires les plus directs. À ce train d'enfer, les mécaniques souffrent et il va falloir calmer le jeu chez Peugeot où l'on est très soucieux. La lutte intestine entre Vatanen et X fait des dégâts. Il va falloir mettre de l'ordre dans la maison. La lutte des motos est sublime, avec le bras de fer de Gilles Lallet et Stéphane Peter-Ancel. Les adversaires évoluent à un niveau de pilotage encore jamais atteint jusque-là dans les rallyes africains. Et d'ailleurs, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oui, casser la moto. Casser la moto. Casser la moto. Qui est arrivé premier alors? C'est Morales qui est arrivé premier. T'es tombé? Ah, t'es retombé encore en tout cas. Peter-Ancel chute et la victoire revient au grand, dans tous les sens du terme. C'est le surnom de Gilles Lallet. Je sais pas, j'ai voulu avoir un premier amortisseur. Dans les premiers trous, dès que je suis entré dans les premiers trous, je suis parti de par devant, j'ai fait un râteau. Dernier départ en ligne sur la plage. Dernière ligne droite avant l'arrivée. Et le champagne de Gilles répond au verre de lait d'Ari Vatanen. Pour la première fois de son histoire, le rallye traverse le désert libyen. Les Italiens veulent la victoire pour une moto italienne. Les Cagiva ont évolué sur tous les plans. Moins de poids, plus de couple et une puissance moteur plus utilisable. Les chants touaregs retentissent au bivouac pendant que Jackie X voit ses vertèbres martyrisées sur la piste
soulagé par un traitement que beaucoup lui envient. Ce n'était pas vraiment une bonne journée pour nous. Au début, Bruno, il était malade. Il était vraiment dérangé. Et peut-être il a mangé quelque chose pas très frais hier soir. J'ai roulé un peu trop vite et j'ai fait un grand bijou avec les arbres. Stéphane Peterencel ne gagnera pas le Dakar cette année. Il ne sortira pas du désert. En Mauritanie, les dunes de sable mou referment leurs pièges sur de nombreux concurrents. Même les pilotes d'usine deviennent fous et tournent en rond comme des animaux en cage. La terrible passe de Nega instaure sa loi. X et Tarin sont les premiers à lui échapper avec leur Lada Samara. Je pense que c'est le plus difficile qu'on ait jamais fait dans aucun Dakar. Et dans quelques rallyes que ce soit. Et dans quelques rallyes que ce soit. De loin le plus difficile. La légende du Dakar fonctionne toujours. Et après la plage, Eddie Orioli fait triompher la Cagiva au bord du lac Redba, le fameux lac rose. Arrivé en convoi pour les Peugeot, avec une nouvelle victoire d'Ari Vatanen et Bruno Berglund. Dantesque, la 13e édition du Paris-Dakar se révèle impitoyable pour les participants d'une épreuve qui a maintenant trouvé son second souffle. Les problèmes des leaders et les galères des privés fournissent la matière qui nourrit le rêve de ceux qui restent. Physiquement crevé, mort. Il y a des conditions quelquefois un peu difficiles de vie et c'est là où c'est bien parce qu'on est un petit grain de sable. C'est là où on retrouve toute l'humilité de l'homme et c'est vrai pour tout le monde. Ici, il n'y a pas de vedette, il n'y a personne et tout le monde vit au même rythme. C'est pour ça qu'il y a une belle ambiance. Michel Hidalgo, homme intelligent et sensible, a compris le sens de cette épreuve et perçu les vibrations qui en font le charme. L'ambiance, c'est le soir au bivouac. Sur la piste, l'affrontement est sans pitié. Les espoirs d'X et Tarin sont partis dans la fumée de leur Citroën, répétition tragique de la scène qui allait coûter la vie à Christian Tarin 10 mois plus tard, en Égypte. L'escalade technologique et sportive se poursuit entre Citroën et Mitsubishi, mais les hommes restent prépondérants dès que la navigation joue un rôle déterminant. Au lieu du rallye, la passe de Nega en Mauritanie, franchie dans l'autre sens cette fois, est moins redoutable et chez Citroën, les comptes sont bons.
Pour moi, sportivement parlant, ça a été un Dakar exceptionnel. Nous l'avions annoncé très dur. Il a été très dur, effectivement. Quand on regarde le classement général des voitures, on voit 5 marathons dans les 15 premiers, dans les motos également. Un verre de lait et un drapeau finlandais, ça devient classique sur le podium d'arrivée. La joie de Stéphane Peterencel fait plaisir à tous. Cette fois, il a arraché sa première victoire au Dakar. Le vert, c'est une couleur que l'on connaissait peu sur le Dakar jusqu'à présent. Pour la rencontrer, il a fallu changer de direction et de destination pour viser beaucoup plus au sud, vers le Cap. Dans le désert du Ténéré, le buggy de Schlesser joue à Sotzedix avant que son pilote solitaire ne s'égare. Stéphane Peterencel surveille ses arrières. Les Cagiva ne sont pas loin. Mais en fait, tout va se jouer dans le désert. Certains l'ont deviné et les Mitsubishi se sont installés aux 3 premières places du classement auto. Et notre numéro qui arrive, ils se suivent. Attention, ils sont prêts, ils filent. Ils sont en train de filer. Il va se faire doubler. Attention. Attention, tu vas te faire doubler. Hey, il faut le numéro 83, suivi de numéro 10. Suivi de numéro 10. Le nom du premier, monsieur Peter. Oh, bonne arrivée. Bonne arrivée. Dans les villages d'Afrique noire, on découvre le rallye avec bonheur et étonnement. Les concurrents, sous le charme, regrettent le manque de suspense sportif, mais apprécient la qualité de l'accueil. La boue est venue trop tard et trop peu. Les positions sont figées en auto à cause de l'étroitesse des pistes. Pour se distraire, certains, comme Salvador Servia, n'hésitent pas à donner de la voix. Quelques problèmes de navigation et un tonneau ne délogent pas Auriol et Monet de la première place. Erwin Weber sait que la victoire ne devrait pas être pour lui. There was a very difficult junction, and Hubert took the wrong. He was also taking for 2 kilometers the wrong road. We turned, and then we found the right way. So I don't know how long he is searching. Dans les derniers jours, Hubert Auriol est nerveux. Pourtant, il n'aura pas à s'inquiéter. Les dépassements sont impossibles depuis l'arrivée en Afrique noire et personne ne pourra venir déloger la Mitsubishi qu'il partage avec Philippe Monet de leur première place. L'arrivée au Cap est splendide. Elle consacre la victoire de Stéphane Peterencel à moto après un parcours sans faute. Mais elle ne fait pas oublier l'accident mortel en liaison de Gilles Lallet peu avant Pointe-Noire à mi-parcours. 3 Mitsubishi terminent aux 3 premières places et Peterencel confirme son talent. Comment possible? Pas évident. Pur et dur.
Le Rallye 93, qui retrouve Dakar comme destination finale, assure son label dès la deuxième épreuve spéciale dans les dunes du Grand Erg occidental en Algérie. Une étape terrible de quelques 1200 km effectifs où se dilue la caravane. Ce jour-là, le tiers des concurrents restera sur le sable. Les petits souffrent, mais les grands aussi. Le vainqueur d'étape à El Golea, Bruno Sabi, n'arrive qu'à la nuit tombée, épuisé et surexcité. 950 bornes, elle fait 950 km. Moi, pour moi, enfin, si Dieu... Quelle est la partie? C'est la fin? Je suis content de l'avoir vécu. J'ai vécu angoissé pendant plus de 500 km parce que j'ai pris route de secours. Mais si tu veux, heureusement, les appareils qui ne marchaient pas, tout à la carte, on a fait tout à la carte. On a osé des trucs, tu vois, on s'est retrouvés dans des dunes. À 150 km d'arrivée dans des dunes, on ne savait plus comment faire pour s'en sortir, on ne savait plus comment les franchir. Il n'y a pas de traces, il n'y avait rien du tout. Après le CP. Avec la carte, après le CP. Ah ouais, c'est de la folie. Les autres, tous les autres, sont loin, très loin derrière Sabi et sa Mitsubishi, y compris les cracks de Citroën accablés par les crevaisons. Et la très longue étape de Taman Rasset à Adrar, 48 heures plus tard, accentue encore la détresse des plus faibles. Bonsoir. Bonjour. If you want to eat, eat and tea and coffee. Tea. Coffee. Tea, okay. Tea, okay? À mi-parcours, Bruno Sabi n'a plus qu'un adversaire, Pierre Lartigue, sauvé in extremis de la mise hors course après une affaire de ravitaillement illicite. Au lieu du rallye, la Mauritanie qui s'offre aux concurrents laisse augurer de possibles rebondissements.
Mais Sabi ne connaîtra qu'une seule inquiétude entre Attard et Nouakchott à la veille de l'arrivée. Perdu, il trouve alors dans l'aide providentielle de Stéphane Peterencel, leader du classement moto, le coup de pouce du destin dont il avait besoin. Oh putain, on m'a sorti de ce merdier là-bas. Merci, hein, putain, tu t'as bien aidé aussi. Hein. Un an à peine après ses débuts en rallye raid, Bruno Sabi triomphe au Sénégal devant Pierre Lartigue et Hubert Auriol. Stéphane Peterencel, débarrassé depuis les premiers jours de toute forme de contestation, remporte l'épreuve pour la 3e année consécutive, du jamais vu dans l'histoire du Dakar. Quant à Francesco Perlini, il s'impose dans la catégorie camion. Jusqu'à Attard en Mauritanie, ils n'ont pas su ce qui les attendait. Et l'inédit parcours boomerang Paris-Dakar-Paris, choisi par les nouveaux organisateurs, n'avait encore rien livré, sinon quelques trajectoires aléatoires, cabrioles hasardeuses et lignes droites infinies. Ce qui les attend donc à la 11e étape entre Attard et Nouadhibou tient de l'impossible et un nom maléfique, le triangle des dunes molles. 28 km qu'aucun véhicule n'a jamais franchi en course. Vaut mieux partir sur le dur, hein. Allez. Ils sont tous là, les cadors de la moto. Les Orioli, Arcarons, Méoni, empêtrés dans le sable jusqu'au carter, essayant d'avancer quand même. Ils ne sont plus rivaux, juste compagnons d'infortune. Non mais toi, quand t'as un con comme ça fait demi-tour, qu'est-ce que tu veux que toi, avec ta petite pétoche, c'est pas possible, quoi. Non, si eux ne passent pas, c'est que nous, on ne pourra pas passer. Ah ça, oui. Ou alors on était bons, hein. Face à ce problème sans solution, l'épreuve moto est interrompue. Mais Carlos Mas, alors 2e du général, s'est entêté, s'est acharné et a tout perdu. Fini. Qu'est-ce que c'est? Fini le Dakar. La cadena. La cadena. J'ai cassé la cadena. Et il a caché le carter. Caché tout. Porco Dio. Les voitures ne passent pas mieux, avancent de quelques mètres pour s'ensabler plus profondément. Les mécaniques s'effilochent, les nerfs aussi. Fenouil, directeur de course, observe la débâcle. Dans ce triangle des dunes molles où l'on passe plus de temps agenouillé qu'au volant, deux stratégies d'écurie s'opposent. Les Mitsubishi accusent un tel retard sur les Citroën qu'elles n'ont d'autre choix que de franchir l'infranchissable. A l'inverse, l'équipe française installée aux 2 premières places du général a tout à craindre de cette lutte impossible. Le constat est donc dressé. Pierre Lartigue et Hubert Auriol contournent l'ergue, escamotent le contrôle et gagnent le bivouac à 4h30 du matin. Tout n'est qu'incertitude, personne n'est passé au contrôle. Les Mitsubishi de Sabi et Fontenay pas plus que les autres. Et ils n'ont pas gagné le bivouac. Où sont-ils ? Au petit matin, la scène est impensable. Une nuit durant, Serriès et Mousmara, les navigateurs, ont marché devant les voitures pour évaluer les passages adéquats. Ils ne savaient pas encore qu'ils étaient des conquérants de l'inutile.
Non, on transpirait. Hein. Il y avait tellement à s'occuper. On s'est, je sais pas, on s'est appelé peut-être 200 fois. 200 fois, on a ressoulevé la voiture. C'était fou. Tous les concurrents se sont déroutés. Le triangle des dunes molles n'a pas été pris en compte. Trop épuisé, certainement aussi trop amer, Saby et Fontenay abandonnent et laissent Pierre Lartigue s'imposer devant Hubert Auriol et Philippe Vanberg. À moto, en revanche, rien n'est fait entre Eddie Aurioli et Jordi Arcarons. L'écart est exactement d'1 minute 47 avant la dernière spéciale de Château-Lastour. Sur 13 000 km, seulement 42 vont servir à les départager. Jordi Arcarons se dresse, un léger rictus anime son visage. Il a compris. Aurioli le devance. 1 minute 13, jamais écart n'a été aussi minime. Lartigue, Aurioli, l'oppresse en camion. En 94, un podium se célébrait sur les Champs-Élysées. En 1995, sur le tracé choisi par Hubert Auriol, il est vite apparu qu'Heinz Kienigardner était un pilote hors pair. Il est vite apparu également qu'il serait difficile de battre les Citroën. Impression confirmée au soir de la course au regard d'un classement général mené de la première à la dernière étape. C'est devenu une habitude, mais leurs plus coriaces adversaires sont les Mitsubishi, surtout celles de Bruno Saby et Dominique Serriès, toujours à rôder, malgré un train arrière passé à la moulinette de l'Atlas, jamais avare de franchissement tordu. Heinz Kienigardner domine sans partage le début de l'épreuve, alors que Stéphane Peterencel se trouve à bidouiller des réparations de fortune. Sur une KTM très légère et par un style aérien bien éloigné des habitudes du rallye raid, Kini rafle 4 des 5 premières étapes. Il subjugue les observateurs. Harry Vatanen et Gilles Picard sont au moins aussi efficaces, font des pointes à 200 km/h, absorbent les étapes rapides à 140 de moyenne. Ils sont les leaders incontestables. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ça fuit en permanence, alors faut qu'on en remette tous les 5 bornes, faut en remettre. Alors je sais pas si on va arriver. Vatanen et Picard, leaders incontestables donc, mais vaincus entre Zouerat et Chinguetti par un radiateur percé. Pierre Lartigue prend alors la place vacante, Bruno Saby aux trousses. Mais il a vite fait de marquer sa supériorité et de régler tout problème de concurrence. Mais chier, il fallait pas venir là, bon sang. Quand l'étape est trop piégeuse, les motards de tête conviennent souvent d'un pacte de non-agression et tracent le chemin ensemble. Ça n'empêche pas les chutes, ça n'empêche pas les filouteries, mais ça rassure. Dans ce groupe ne figure plus Kienigardner. Il continue d'attaquer les courbes, fait des sauts de 20 mètres. Mais le manque de puissance de sa moto, des ennuis mécaniques et des erreurs de navigation l'ont rejeté loin de Jordi Arcarons et Stéphane Peterencel.
La victoire se joue entre les deux hommes et commence par une polémique sur l'utilisation de ce marteau. Arcaronce a posé réclamation pour assistance illicite et aurait peut-être mieux fait de se taire. Accusant 12 minutes 29 de retard, pénalité comprise, il ne reste à Péterencelle qu'une étape entre Baquel et Labbé pour s'imposer. Il pilote alors comme un possédé, coupe les trajectoires, envoie les gaz sans retenue. Arcaronce concède 19 minutes, le Catalan est battu. En voiture, il n'y avait déjà plus de suspense quand la foule s'est écartée et que Pierre Lartigue a pu voir le drapeau breton et lire son nom. Vatanen et Picard, indemnes, ont laissé leur Citroën à l'état de carcasse sur un bas-côté et l'Opress est venu à bout des Kamaz russes. C'étaient les dernières misères et dernières joies de cette édition. C'est cassé, stra. Bon, je suis pas. Fabrizio Meoni est assurément un bon samaritain, mais il n'a pas le don d'ubiquité. Il ne peut être derrière chaque trou, chaque bosse ou ornière pour prévenir du danger. En ce début de rallye, les saignées brisent les corps, les mécaniques et les illusions. Shinozuka détruit son train avant. Sabi demeure groggy, la tête emplie de bruit de tôle se fracassant sur les pierres. Je me rappelle qu'il y avait une cuvette et une bosse, et puis que ça en part en tonneau et que ça dure longtemps quand même. Puis quand ça s'arrête, eh ben, on est satisfait d'être en état, mais on réalise vite qu'on a perdu la course, quoi. À mi-course, il ne reste donc que la Mitsubishi de Jean-Pierre Fontenay pour oser troubler l'hégémonie des Citroën. Elle se partage les 2 premières places du général. Arrive Vatanen devance Pierre Lartigue jusqu'à l'étape Smara-Zouerat, où un écrou récalcitrant fige leur sort. « 4-5 tours d'écrou en forçant. Puis là, il est grippé, impossible de l'enlever. On monte à 2 dessus. On peut pas rouler comme ça parce qu'il reste encore 120 bornes. Pourtant, Vatanen et Picard roulent. Espoir définitivement disparu. Entre Smara et Zouerat, les lignes droites ont rejeté les plus ambitieux. Une essence de qualité douteuse met fin à la domination sans partage de Stéphane Péterencelle. La Yamaha crachote, pétarade. Stéphane s'éclipse. La 5e victoire, je la voulais, c'était bien parti. Je suis vraiment très déçu, mais bon, c'est pas plus important. Je crois une victoire Dakar, c'est bien, mais c'est quand même pas le plus important. Il se passera d'autres choses. Heinz Kinnigadner abandonne dans le désert, et sa moto, et ses prétentions. Thierry Magnaldi a plus de mal à quitter les lieux. Jordi Arcaronce flirte avec l'instabilité, puis tombe. Eddie Orioli tient l'équilibre et passe. Il est le nouveau leader de l'épreuve moto. Sur le Dakar, chacun fait donc comme il peut. Mais c'est bien connu, sans galère, il n'y a pas de plaisir. On se fait pas d'amis non plus. C'est très très dur. La moto est très lourde dans le sable. Elle engage toujours de devant. Et voilà. Ce qu'il faut pas faire, c'est la merde. Voilà. Wow. Afghaz. Afghaz. Voilà. Ahora volarás. Vous êtes sauvés là? J'espère. Ouais, oui, là c'est bon. J'espère, ils sont super. Ouf.
À la sortie du Mali, les positions sont claires. L'Artigue et Perrin vont s'imposer une troisième fois consécutivement. Jordi Arcaronce menace encore légèrement Orioli jusqu'au passage d'un gué, ou plutôt d'une rivière, qui va l'engloutir. Tu l'as vite, il y a de l'eau dans le d'échappement. Ça l'a vraiment beaucoup. Eddie Orioli sort des eaux, file vers le lac Rose et sa 4e victoire pour fondre sa joie avec celle de Pierre Lartigue. Les deux hommes ont la main mise sur le rallye. Si je trouverai de l'argent, moi je vais payer une Mitsubishi. Ça c'est sûr, hein, ça c'est hors concours. En 1997, Mitsubishi a d'évidence assuré sa promotion en phagocytant la course pour placer 4 de ses équipages aux 4 premières places. Outre le savoir-faire, la raison est aussi à chercher dans une évolution du règlement, l'exclusion des protos d'usine de la catégorie T3, donc l'exclusion des Citroën. Leur concurrent immédiat est ainsi le buggy de Jean-Louis Schlesser, jusqu'à une sortie de piste à plus de 160 km/h. T'as crevé? On a échappé, ouais. Oh putain. On la remet sur les roues, hein. Ah non, on va la remettre sur les roues. L'ampleur des dégâts achève toute illusion. Les SsangYong de Tambay et Rivière cassent rapidement, et les Toyota qui effectuent le retour officiel ne se révèlent guère plus fiables. Après 6 étapes, on connaît le nom de la marque gagnante, reste le nom du pilote. Moi, je suis venu te donner les gris-gris contre les accidents. C'est vrai? Oui, tiens ça. C'est un porte-bonheur? C'est important. C'est les gris-gris, c'est très important. Rarement un homme aura autant dominé la course. Stéphane Péterancel attaque sans retenue, s'adjuge les 4 premières spéciales, creuse des écarts conséquents, obligeant les concurrents qui veulent lui tenir tête à commettre des fautes ou à trop tirer sur leur machine. Le moteur de Thierry Magnaldi rechigne. Il concède 7 heures. Seul reste Jordi Arcaronce à plus de 40 minutes après 4 étapes. Hay muchas pistas paralelas. Es fácil equivocarse. Hay que vigilar muy bien el roadbook y el rumbo. Car entre Nara et Tombouctou, l'écurie KTM, pourtant en nombre, est décimée. Dany Laporte se luxe l'épaule, abandon. Tilly Gardner se blesse au genou, abandon. Seulement 4 spéciales donc. Péterancel a fait place nette. Nous passons les 300 km. Il me reste 114 et c'est l'arrivée de la spéciale. Bosse-les, doucement, Lulu, doucement, doucement, doucement. Bosse-les, j'ai dit. Attention, Pierrot, hop. Eh oui. C'est pas indiqué. Mais il faut faire attention. Le chien a surgi de nulle part. Jordi Arcaronce a à peine eu le temps d'esquisser un mouvement. Indemne, surtout choqué, il laisse la 2e place à Gallardo, qui avance en louvoyant. Voy por una pista, tiene bastante arena. Ah, que me salgo, nada. Wow. Una pequeña salida. Voilà, nous voilà toujours seconds tous les deux. Castera, 3e du général, subit une énième culbute aux abords du lac Rose, où Stéphane Péterancel triomphe sans rival. 5e victoire, autant que Cyril Neveu.
Dans l'équipe Mitsubishi, Sabi s'élimine lui-même sur une dune anodine. Reste alors le mano à mano entre Fontenay et Shinozuka. Les écarts sont minimes, les risques maximaux. Le team manager refuse les excès. Il tranche. Ce sera Shinozuka. Mais de ce Dakar-Dakar, édition entièrement africaine, on retient une date, le 12 janvier, et un nom, Kleinschmidt. À Auckland, au Niger, Jutta Kleinschmidt est la première femme à remporter une spéciale du plus prestigieux des rallye raids. First time I make a scratch and then into Dakar. Woo! Merci David. We catch 15 minutes to Serbia. Pas de problème. Bon travail. Ouais, merci les petits gars. Cette journée est une journée historique pour le Dakar, puisque la première fois depuis son existence, on a une véritable héroïne, Jutta Kleinschmidt, qui a gagné une spéciale. Bravo à Jutta. En d'essence. Il y a longtemps de ça? Oui, depuis plusieurs heures. Et là, qu'est-ce que vous faites alors? J'attends le camion balai ou quelqu'un qui me donne de l'essence. C'est tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Cette nuit-là, dans les dunes du désert de Mauritanie, on trouve de tout. Des voitures qui flambent, des camions à la renverse, des motos épuisées et des hommes exsangues. On dit souvent que le Dakar commence en Mauritanie. En 98, il s'y est aussi achevé pour beaucoup, incapables de rallier El Mreti dans les délais, attendant en vain des camions assistance à la peine. Une nuit maudite où rien ne vous est épargné, même dans votre sommeil. À l'issue de cette étape mémorable, la chasse continue. Stéphane Peterencel compte 49 secondes d'avance sur Juan Roma, obligé d'abandonner peu après. Mais le harcèlement des pilotes KTM est continu. Marquage à la culotte, fausse piste, coup de bluff. Il est assailli sans cesse. Il n'est plus le leader inaccessible de l'édition précédente. Amoindri par une blessure à la main, il reste le plus apte à déjouer les pièges dans lesquels finissent par tomber ses adversaires, au premier rang desquels son dauphin, Fabrizio Meoni. Merda! Merda! Maledetti! Cosa? Maledetti GPS di merda, 2 GPS! Merdes, les pièces. Oh là là, les pièces. Mais le soleil, le demain, qui ne part pas. Les merdes. Les Mitsubishi ont la main mise sur l'épreuve auto. Elles remportent toutes les étapes, excepté la dernière. Fontenay, Sabi, Shinozuka. Une nouvelle fois, seul le nom du pilote vainqueur demeure incertain. Chino est planté, merde, il faut que j'essaye de monter à droite, à mon avis. On va aller les aider, hein, on peut pas les laisser là. Hein. On va aller là, il y a de l'herbe. Il faut essayer de survivre parce qu'on n'est pas sûr de voir les camions ce soir, donc c'était important qu'on soit juste là. On recommencera la guerre après. J'ai plus de 3e, j'ai plus de 5e.
Il en reste encore 3. Je suis pas sûr, j'ai pas essayé la première. Cette lutte au sein du team Mitsubishi prend fin dans un cadre majestueux. L'ergue de la montagne aux éléphants, une piste réouverte par Thierry Sabine en 1985. À cet instant, Jean-Pierre Fontenay dispose de 12 minutes d'avance sur Bruno Sabi, insuffisant pour tabler sur une victoire définitive, avant que son coéquipier et adversaire ne soit obligé de le laisser s'échapper à cause d'une chauffe moteur. Plus rien désormais ne peut l'arrêter, même cet océan Atlantique un peu fourbe qui a happé Jean-Louis Schlesser, 5e du général. Fontenay, Shinozuka, Sabi, on avait les 3 noms, il fallait deviner l'ordre. Sans excès ni coup d'éclat, à l'expérience et à l'instinct, Stéphane Péterancel a géré une avance oscillant autour de la demi-heure sur Fabrizio Meoni. 6e victoire, Péterancel devient le pilote le plus titré de l'histoire d'un rallye que seulement un tiers des concurrents ont terminé pour sa 20e édition. C'est la folie qui existe en Afrique pour la jeunesse africaine. Comme quoi, voyez-moi ça, regardez-moi ça. Oh là là. Ah! Ah! À Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, l'imitation ne coûte rien. Ou plutôt si, une mobilette. Mais pour le reste, les trajectoires, les attitudes, la hargne, c'est gratuit, c'est identique, ou presque. Une nouvelle fois, KTM ne fait pas dans la demi-mesure. Et une nouvelle fois, sa corde de pilote s'égrène au fil des étapes. Kenny Gardner pour traumatisme dorsal, Roma pour poignet brisé. Seul Thierry Magnaldi maintient un écart de 5 minutes avec Richard Sankt. Sankt succède ainsi à Stéphane Péterancel, parti vivre sa carrière en voiture, dans le rôle d'empêcheur de tourner en rond. Il est l'un des 4 pilotes officiels BMW, ne traîne pas en route. Quant à savoir s'il est aussi pressé que John Deacon, personne n'a jamais pu répondre. I don't know, I took on too much liquid yesterday, you know. I had to, I've been to the toilet 4 times coming here, but I only stopped twice. So, for sure I need to wash the clothes tonight, eh? Hold in the right. And now very jumpy for 2 kilometers. Whoop, yes. Whoop, 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 whoop. Du début de course, on retient la première place générale de Tina Turner et Jutta Kleinschmidt, toujours pionnières dans l'excellence, et les crevaisons à répétition de Jean-Pierre Fontenay, qui creuse peu à peu un retard qu'il ne pourra jamais combler. 3 crevaisons et 200 km sans roue de secours à rouler, on était arrêtés. C'est comme ça. À mi-parcours, les positions sont établies. Jean-Louis Schlesser, non plus outsider mais favori grâce à son partenariat avec Renault, n'a plus qu'à maîtriser Miguel Prieto. Les 2 hommes se livrent un duel, malgré des options parfois opposées.
Le dénouement survient de nouveau dans l'ergue de la montagne aux éléphants, où les deux hommes ont une approche virile de la conduite. C'est de l'intox, une recherche de l'ascendance psychologique. Prieto finit par s'égarer. Schlesser et Monet ont gagné. Quand on l'a vu poser, là, on a mis un petit peu de gaz pour essayer justement de creuser un écart qu'on n'arrive pas à creuser depuis le début de la course. Il a pris très bien. Très bien. Y no está nada enfadado. ¿Cómo que? No. El enfadado sería yo. Que él ha sido el que no me estabas alcanzando. Porque él ha sido el que me ha embestido. Voy a darle la mano que da. No, pero qué tontería de mano ni que leches. No, pero si ha sido él el que me ha embestido. No, pero... Pero bueno, si yo estoy por la derecha y gira y me embiste. ¡Ya ahí! ¡Me voy a dar! Richard Cinct continue son petit bonhomme de chemin sans se soucier outre mesure du raid collectif que mène KTM au profit de Thierry Magnaldi, entre Attard et Nouakchott, à 2 étapes de l'arrivée. Ce jour-là, Richard Cinct obtient le chaos général. La moto m'est partie de l'arrière, donc je suis tombé dans des gros cailloux et j'ai un gros hématome au niveau des abdos. Donc j'ai hyper mal et j'ai plus de force dans la jambe droite. Je vais vous dire, on n'est plus à 1 minute. Année d'exception, parcours original. L'an 2000, ça se fête. Hubert Auriol a choisi de composer avec les symboles et les hommages envers cette terre africaine que les concurrents vont traverser de part en part, de Dakar au Caire. La piste pour aller à Nioro. Dans le village, après là-bas. Stéphane Peterencel se dresse en outsider. Il roule sur un proto nommé Mega, doté d'un moteur Mitsubishi, n'est pas avare d'accélération, emporte la 2e étape. Mais le schéma observé les années précédentes se reproduit. Mitsubishi face aux buggy, les buggy face aux Mitsubishi. Après la 6e étape à Niamey, Shinozuka mène le général. 6 minutes devant Schlesser, 8 devant Peterencel. Je suis sorti une fois l'épaule, mais j'ai fait 30 km en moto, mais... T'as pas perdu connaissance? Oui, je me rappelais plus. Méoni, Arcarons, Salah, rapidement hors course. Reste Kini Gardner pour épauler le leader Juan Roma. Une question taraude. KTM va-t-elle enfin réussir à s'imposer? Richard Cinct, l'adversaire sur BMW, a 20 minutes de retard au moment où Hubert Auriol prend la parole. Suite à l'annonce d'un risque terroriste extérieur avéré encouru sur le Dakar, les organisateurs ont pris la décision de mettre en place un pont aérien entre Niamey et les aéroports de Sabha et de Wael Kébir en Libye. Cette première dans l'histoire du rallye transforme l'épreuve en un long sprint dans les déserts libyens et égyptiens. 4 étapes ont été supprimées, notamment celle du Ténéré, les plus sélectives. Dorénavant, seule vitesse et puissance comptent. Schlesser en tire avantage, devient leader. Mais la vitesse comporte aussi ses pièges. Demivius et les autres en font l'amère expérience. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Aïe, tu vois le drame? Le drame. J'espère qu'ils ont pas mal, les mecs. Non, ça va, ils sortent là. Ça va, ils sortent. Il n'y a rien à faire quand on est tous en ligne, les uns derrière les autres. On regarde devant, mais c'est pas, on n'a pas la même... on fait des choses peut-être qu'on ne ferait pas d'habitude.
Et alors, bon, toutes ces dunes s'enchaînaient très bien, et jusqu'à cette-ci qui était tout à fait cassée derrière. Bon, on s'est tous fait surprendre. Souza était devant, donc Souza le premier, moi, et puis Chino, et puis Prieto, quoi. On s'est envolé. Après l'accident, Schlesser devance Peter Hansel et Fontenay au général. Il reste 3 étapes, sans assez de difficultés pour modifier quoi que ce soit. Le 17 janvier à Saba, après l'interruption de course de 5 jours, le moteur de la KTM numéro 7 a ses faiblesses et Juan Roma des sueurs. Puis la machine ronronne de nouveau. L'Espagnol prend le départ, ne concède rien à Richard V avant de frémir 2 jours plus tard au ravitaillement sous les yeux de son adversaire. No, it's just the starter. One turn. Le problème n'est pas grave en soi puisque Roma dispose d'une garde rapprochée. Mais il n'empêche, la BMW de Sainct tourne comme une horloge et la fiabilité de la mécanique finit par primer. Mayer ne sert plus à rien. Il peut être une oreille attentive tout au plus. Roma a perdu, KTM aussi. Cuando sales por la mañana pues estás expuesto, ¿no? A que pase algo así, o que te caigas, o que te pierdas, o que se rompa la moto y en este caso pues se ha roto, pero ¿qué le vamos a hacer? Otro año, otro Dakar y a desmontar y al menos llegar al Cairo. 2000 marque ainsi le 2e succès de Sainct et la suprématie des BMW qui place 4 de ses pilotes aux 4 premières places. KTM vit une nouvelle déconvenue. En auto, Schlesser bisse également et l'on retiendra qu'au pied des pyramides, on assistait à 2 confirmations. Il ne suffit pas d'être rapide. Encore faut-il être chanceux, ne pas crever trop souvent, se retourner de façon modérée, ne pas casser. Jean-Pierre Fontenay, alors 3e, a connu ses déboires et dans ces moments-là, il ne reste plus qu'à vérifier si l'on a ses 2 bras et ses 2 jambes. Allez, il faut essayer de limiter les dégâts, on va. T'as pas mal? Non, ça va, je me suis mordu la langue, mais c'est pas... Je saigne et puis j'ai un peu le cou. Non, ça va, ça va. Ce même jour, Servia, alors leader, est éliminé de toute course à la victoire à cause d'une mécanique récalcitrante. Masuoka et Schlesser se livrent alors un duel qui aura plus à voir avec le vice qu'avec l'honneur. À mi-course, le Nippon devance le Français, avance seulement dû à une pénalité d'1 heure concédée par Schlesser pour avoir poussé sa voiture dans la zone d'un contrôle de passage. On peut avoir une grande maîtrise, le regard le plus vif et la réaction la plus courte. Une gamelle sapant au nez de tout le monde, Juan Roma y compris. Les chutes ont fini par amener son abandon au moment même où Richard V, premier au général, préfère achever le Dakar à l'ombre de sa KTM en désespoir de cause. On arrivait à la journée de repos. C'était la journée où on devait changer le moteur. Le moteur avait fait la moitié du rallye. Sur les 7 motos en course, il n'y en a aucun qui a cassé. Et malheureusement, il y en a un qui casse, c'est le mien, à 5 km de l'arrivée. Fabrizio Meoni hérite alors de la plus confortable des situations. Il est leader au général au sein d'une équipe qui entrevoit enfin une victoire et impose ainsi le statu quo entre ses pilotes. Chez KTM, on ne fait pas dans le bricolage.
uses Japanese technologies. Sur les pistes d'Afrique noire, il y a quelques principes de bienséance à respecter. Elles sont étroites. L'usage veut que le plus lent laisse porte ouverte au plus rapide. Mais l'usage n'est pas la règle, et Jutta Kleinschmidt, coéquipière de Masuoka, a oublié cette courtoisie. Énervement et mauvaise foi font leur chemin. Je trouve ça complètement antisportif. Und wir haben Jolou den ganzen Tag nicht gesehen. 2 jours plus tard, veille de l'arrivée, Jean-Louis Schlesser joue au poker menteur, vole le départ à Masuoka. C'est un quitte ou double accepté par le pilote et les commissaires de course qui lui infligent une légère pénalité. Ce coup de bluff va avoir des conséquences inattendues. Masuoka, excédé par la manœuvre et par Servia volontairement intercalé pour le gêner, a heurté une ornière. La voiture devient inconduisible, le dépassement rageur est vain. Schlesser file. Pascal Mémon a alors le sentiment d'injustice prononcé. Le traquenard et leur naïveté ont vaincu son calme. Il consomme la défaite dans l'inconscience et une rage noire. On a joué un départ anticipé, on a pris le risque de prendre une pénalité, on l'a fait et ça a peut-être mis un peu de pression à notre japonais et ami malgré tout. Henri Magne n'ironise pas longtemps. La buggy numéro 200 de l'équipage Schlesser-Magne est sanctionnée pour comportement antisportif. Le jeu des pénalités choisit Jutta Kleinschmidt. 3e la veille, elle devient la première femme à remporter l'épreuve. À moto, tout a été beaucoup plus sain. Et Fabrizio Meoni, pour une fois délaissé par les chutes et les soucis mécaniques, s'impose de façon paisible, l'air de rien, sans cri ni polémique. Premier, Fabrizio Meoni, Italie sur KTM. L'errance, au bout d'un moment, ça finit par vous faire perdre tous vos moyens. Vous vous acharnez, vous insistez, vous ne savez plus vraiment où vous allez, mais vous continuez. Puis c'est l'impasse et tout craque. Juan Roma a vécu cette perdition. Il n'a jamais vu Dakar. Vas-y, vas-y. Ça, t'es là-bas, tu pleures. Tu peux rien faire. Ça casse le moral. Et ces tubes, ils ont fondu. Ils vont même pas les récupérer. Ah oui, leur œuvre qui est partie en fumée. Ah, ouais. Il n'y a rien à récupérer. C'est l'horreur. C'est combien de temps de travail, ça? Là, c'est 1 an de travail. Ah oui. 1 an. 1 an de travail, faut y faire là. Ah oui, il reste rien. Ça a été soudain, sans raison apparente. Les flammes ont pris possession de l'habitacle. Et le rallye de Schlesser s'est achevé là. Une carcasse se consumant dans le désert. La fumée est rentrée dans la voiture et on n'avait pas de possibilité. Moi, je voyais presque pas ma ceinture. Incroyable, incroyable. En 2002, les autres voitures du team Schlesser ne sont guère plus fiables et sont contraintes d'abandonner rapidement. Les Nissan subissent toutes les pannes imaginables, boîte de vitesse, injection, compression. Il faut pousser sans cesse, subir les pénalités. Toute ambition au général disparaît. Faute de concurrence, les pilotes Mitsubishi se disputent donc la victoire et dans cette confrontation à armes égales, Masuoka est toujours le plus habile à trouver sa route. Fabrizio Meoni mène la folle sarabande des KTM, qui, pour donner un peu de saveur à la course, aligne 2 teams. On roule seul, on roule en meute. Le Dakar a fini par devenir le précaré du constructeur autrichien.
Dakar é isso. É adrenalina pura. É pura adrenalina, minha gente. É Brasil aqui no Dakar. Eu amo o Brasil e gosto dessa África também. É isso aí, pessoal. É isso aí. Dans l'habitacle du camion 410, l'attitude est plus retenue. Un père a repris le volant pour que le fils découvre les misères du rallye. Jan de Rooij avait fasciné avec ses camions dragster. Il a cette fois une machine plus humble. Questi hanno fatto così, guarda, Matteo. No, abbiamo sbagliato strada. Come sbagliato strada? Abbiamo sbagliato strada. Et ben, je vois pas où je vais et je suis en 2 roues motrices, voilà. Je viens de me faire repeindre et je me fais repeindre et voilà, on est plein de boue. Je sais pas, en plus t'as des trucs de l'intérieur, la caméra, ben voilà, regarde. Jean-Pierre Fontenay a une âme de compétiteur doublée d'une âme d'enfant. Il écrit des BD à ses heures perdues et joue encore aux autotamponneuses. Au sein de Mitsubishi, chacun joue sa carte personnelle. Shinozuka égare la sienne dans une bosse et par un juste retour des choses, Masuoka et Mémon foncent vers Dakar où la victoire les attend enfin. En 2002, l'épreuve renoue avec ce qui fait son mythe, l'étape marathon, l'étape interminable, où des hommes exténués finissent par raconter leurs aventures avec des accents de conteurs. Je fais pas plus de 5 km, boum. Qui 5 km, tu rigoles quoi. Je fais 10 cordons de dune. Ça fait royalement 2 km et pas d'attraque. Pas d'attraque. Ou je cale, ou je bloque. Le problème, c'est que quand les camions sont passés, c'est Verdun, quoi. C'est la folie, quoi. Ils te chamboulent le bazar. Les tranchées et tout. Dur. Ne serait-ce pas d'ailleurs ces histoires qui sont l'essence du Dakar? Méoni en a à raconter, lui qui n'a jamais été épargné par les galères en tout genre et les déceptions abyssales. Hiroshi Masuoka aussi aurait son mot à dire, puisque personne n'est jamais sorti vierge de cette rencontre avec soi-même en plein désert.